bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je suis Benoît Test, je suis ancien secrétaire général de la FSU et je me suis proposé pour animer cette soirée. On va présenter très rapidement les choses, mais vraiment en ouverture, on voudrait se féliciter, vous remercier de votre présence, la présence des intervenantes et intervenants, la présence des participants. On est malheureusement au cœur de la tourmente pour le peuple iranien. Donc cette soirée, elle s'inscrit malheureusement particulièrement bien et en tout cas en plein cœur de l'actualité. On va réfléchir à la situation, on va surtout témoigner notre solidarité. Tout à l'heure dans l'intervention de Marilyn, très vite on fera une petite minute de silence pour les victimes du régime, actuellement sous les bombes, sous les coups du régime, etc. Et donc vraiment merci de votre venue et on espère que cette soirée va répondre à cette attente qu'on a tous de pouvoir manifester notre solidarité. C'est sans doute pas suffisant dans la situation, mais c'est ce qu'on a vraiment envie de faire ce soir, toutes et tous ensemble. Dans la soirée, on va d'abord faire une première intervention assez courte des organisations qui ont appelé à cette soirée, CGT, FSU Solidaire et SSTI. Et puis ensuite, on aura une table avec trois intervenantes, Leila Hossein-Zadeh, on aura Lana Sadek et Gilbert Ashkar. Et puis dans un troisième temps, on aura un échange avec la salle. Donc vous aurez la parole, tout le monde aura la parole. On espère que tout le monde pourra s'exprimer et poser les questions et évidemment témoigner et dire ce qu'il a à dire. Le tout pour une soirée qui devrait se terminer aux alentours de 22h environ. Donc voilà, je passe la parole tout de suite à Marilyn Ricci de Solidaire, puis Patricia Griot de la CGT. Merci. Merci beaucoup. Donc on a discuté entre nous et on s'est dit qu'au vu des événements et même avant la guerre, de ce régime sanguinaire, il serait très utile de commencer par une minute de silence pour toutes les victimes du régime. Donc on vous propose pendant une minute de faire silence et en hommage à toutes ces victimes. Merci. Je le fais. Merci. Le 28 février, l'Iran est devenu la cible de frappes causant parmi la population civile un nombre croissant de morts et de blessés. Dès le premier jour des bombardements, plus de 150 enfants ont été massacrés dans une école. Ont été également visés des quartiers résidentiels, des hôpitaux, des raffineries, des usines, des infrastructures vitales, une université, entre autres. Il est maintenant prouvé que les soi-disant frappes chirurgicales sur des objectifs purement politiques et ou militaires n'étaient qu'un grossier mensonge. Ce déluge de feu venu du ciel est utilisé par la République islamique d'Iran comme argument pour renforcer la répression contre une population ayant déjà déploré en janvier au moins 30 000 morts et plus de 54 000 arrestations. Une nouvelle vague d'exécutions capitales est en cours. Au 9 avril, les autorités iraniennes ont exécuté au moins 14 personnes. Mehdi Razemi, Soleh Mohammadi, Saïd Davoudi, Ali Fahim, Mohamed Amin Biliari, Shoin Vayed Palost, Hamid Hossein Otomi, Kourosh Keivoni, Akbar Daneshvarkar, Bobak Alipour, Pouya Gobodi, Mohamed Tagavi Sanguidei, Abdolhassan Mostazer et Vaïd Bani Amerian. Comme cela était prévisible, le régime iranien a riposté aux frappes des États-Unis et Israël en utilisant des méthodes comparables. Et de son côté, l'État d'Israël a envahi une partie du Liban. Une trêve de 2 semaines a été récemment annoncée,
mais personne ne sait ce qui se passera à l'issue de cette période. En attendant, la guerre continue dans plusieurs pays de la région, notamment au Liban. Une pollution record et aux effets durables frappe les êtres vivants, l'air et l'eau. Des décennies seront nécessaires pour réparer les dégâts causés aux habitations et aux infrastructures. Et pour couronner le tout, le risque d'accident nucléaire est réel. La centrale nucléaire de Bushehr a été la cible d'un bombardement samedi dernier. Cette guerre a évidemment des conséquences sociales dramatiques pour les populations civiles, notamment les personnes déplacées, qui doivent faire face à toutes les pénuries, à l'accélération de l'inflation, à des pertes d'emplois et de salaires. La guerre génère inévitablement des pertes d'emplois. Les femmes, comme partout dans le reste du monde, ont souvent la charge de l'essentiel des tâches domestiques, ainsi que celles en lien avec tout ce qu'on appelle le soin, le care, et qui permet aux sociétés de fonctionner. Avec les bombardements, ces tâches quotidiennes sont devenues dangereuses. Par ailleurs, l'état de guerre accentue les violences qui se répercutent au sein des foyers. Une extension mondiale du conflit n'est pas écartée. Il est plus urgent que jamais que les belligérants fassent enfin taire leurs armes, que d'autres pays ne s'engagent pas à leur tour dans ce conflit au nom de la défense de leurs intérêts économiques. Je laisse la parole à la CGT. Patricia. En Iran comme ailleurs, la démocratie ne peut être que l'œuvre des peuples eux-mêmes. La démocratie ne peut être imposée de l'extérieur. Elle ne peut naître ni des missiles, ni des bombes, ni de prétendus sauveurs suprêmes arrivant dans des fourgons d'armées étrangères. Elle ne peut qu'être le fruit d'un processus social et politique enraciné dans le pays. À cela, il y a un préalable, l'arrêt permanent de la guerre et la chute d'un régime détesté par plus de 80% de la population. La République islamique d'Iran doit être renversée par les peuples d'Iran eux-mêmes, ces peuples qui, depuis des années, résistent, s'organisent et se battent pour leur émancipation. C'est à eux et à eux seuls que doit revenir le droit de juger les dirigeants actuels. Nous, organisations syndicales, CGT, FSU, Solidaires, affirmons notre soutien aux Iraniennes et aux Iraniens en lutte. Nous soutenons leur combat pour la libération de toutes les prisonnières et prisonniers politiques et d'opinion, l'arrêt immédiat des exécutions, l'abolition de la peine de mort et de la torture, la liberté de s'organiser, de faire grève et de manifester, le respect et le développement des droits démocratiques et sociaux, notamment pour les femmes, les travailleuses, les travailleurs, les minorités nationales, religieuses et sexuelles, ainsi que pour les réfugiés afghans. L'instauration de sanctions internationales contre les dirigeants et leurs familles, mais la levée des sanctions économiques et politiques qui frappent la population. Nous apportons notre soutien particulier aux militantes et aux militants en Iran comme dans la diaspora qui font entendre la voix de celles et ceux qui luttent pour en finir avec la République islamique. Ils et elles portent une vision, celle de la justice sociale, de l'égalité et de la liberté et du droit à l'autodétermination. Ils et elles se battent pour un avenir construit par le bas, un avenir décidé par celles et ceux qu'ils concernent, un avenir fondé sur l'auto-organisation du peuple. Nous partageons leur opposition aux monarchistes qui, autour de Reza Pahlavi, se présentent comme une alternative à la République islamique. Le programme autoritaire et ultralibéral de Reza Pahlavi et son entourage est en totale contradiction avec les revendications sociales et démocratiques portées par la jeunesse, les femmes, les travailleuses et travailleurs et les minorités nationales et sexuelles. Et comme l'a dit Cécile Collère hier, ou il y a 2 jours, non à la guerre, vive la vie.
Alors, pour ce qui me concerne, je voulais faire une troisième prise de parole au nom de la FSU, mais au nom aussi des autres organisations, sur la situation spécifique des enseignants, à laquelle on est particulièrement sensible et qu'en plus on arrive à suivre parce qu'il y a une coordination des associations professionnelles enseignantes qui est affiliée à l'Internationale de l'éducation et qui, de ce fait-là, arrive à témoigner de la situation, témoigner des luttes qui sont menées, des difficultés aussi évidemment. C'est vraiment intéressant ce mouvement, cette résistance enseignante en Iran, parce que évidemment, comme toutes les autres résistances, elle est réprimée. C'est très difficile de monter un syndicat. D'ailleurs, ce ne sont pas des syndicats en tant que tels, ce sont vraiment des associations professionnelles. Mais il y a une coordination des associations professionnelles qui existe, qui appelle à des mobilisations, qui appelle à la lutte, dans des conditions de répression terribles, hein, et donc qui évidemment a du mal à avoir une action syndicale, mais ça force l'admiration et le respect quand on voit la manière dont en fait les enseignants tentent de contourner la répression, et ça nous dit beaucoup de choses, et en tout cas ça nous donne évidemment envie d'être à leur côté, de les soutenir. Et puis évidemment, comme souvent dans les pays où il y a de la répression, les enseignants sont en pointe dans les luttes parce qu'ils sont aussi en prise avec la jeunesse et on a souvent des témoignages y compris de gens qui étaient responsables mais qui sont en exil aujourd'hui et qui nous disent à quel point l'éducation est en difficulté et donc le régime et les bombardements actuellement mettent à mal l'avenir du pays tout simplement. De voir cette jeunesse sacrifiée, c'est aussi quelque chose qui suscite la colère et qui suscite aussi les tentatives de mobilisation. Donc il y a eu depuis très longtemps évidemment pour les enseignants comme pour les autres des restrictions très fortes, des entraves au droit syndical qui sont évidemment très fortes, la limitation du droit de se réunir, l'impossibilité d'agir librement, et il y a eu un tournant là aussi, comme pour d'autres secteurs de la société, avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté. À ce moment-là, les enseignants avaient pris toute leur place dans la mobilisation et il y a eu 400 enseignants arrêtés en raison de leur engagement syndical et avec une répression qui avait été très ciblée, très organisée contre le monde de l'éducation spécifiquement. Lors des mobilisations des 8 et 9 janvier dernier, nouvel épisode, nouvelle implication des enseignants, parmi d'autres évidemment, nouvelles arrestations et il y a eu une campagne qui a été menée par cette coordination des associations professionnelles et qui a consisté à dire il y a 230 chaises vides, la campagne sur les 230 chaises vides, là elle portait en particulier sur les enfants, les chaises vides dans les classes au lendemain de cette répression, parce qu'il y avait eu des morts et les 230 c'est un chiffre au bas mot, on ignore sans doute d'autres décès. Évidemment il y avait aussi des enseignants qui avaient été arrêtés, qui avaient été tués et donc qui laissaient les classes sans enseignants et qui aussi laissaient du coup des trous. Et face à ces violences, la fameuse coordination, là, le CITA, a appelé à une journée de deuil, de grève dans les écoles en invitant les enseignants à ne pas se rendre dans les établissements, en invitant les familles à garder leurs enfants à la maison. Donc évidemment, en bravant la répression face à cette action de mobilisation, mais il y a eu cette organisation-là. Et puis la troisième étape, c'est aujourd'hui, c'est les bombardements, avec des infrastructures éducatives déjà fragilisées qui ont été touchées, des écoles, des universités bombardées. On a tous en tête au premier jour des bombardements ces 150 morts dans une école bombardée par les États-Unis. Et selon les chiffres du gouvernement, en plus de ces morts-là, il y aurait eu 170 élèves, 14 enseignants qui auraient été tués, et ce sont des chiffres évidemment incomplets, mais les seuls dont on peut disposer à cette heure. Il y a aussi évidemment la phase d'isolement qui concerne tout le monde, avec la coupure d'Internet qui ne permet pas de se réunir et donc qui entrave complètement tout fonctionnement syndical. Et donc les
les camarades iraniens, pour autant qu'ils peuvent témoigner, disent qu'aujourd'hui toute activité syndicale ou parasyndicale ou pseudo-syndicale est à l'arrêt complet parce qu'elle est absolument impossible. De fait, on est aujourd'hui dans cette situation. Dernière chose, quand on parle d'éducation, et en particulier en Iran, il faut parler de la situation des femmes. En Iran, elles sont souvent plus diplômées que les hommes. Cela ne se traduit évidemment pas par plus de droits. Au contraire, les discriminations sont fortes, notamment dans l'accès à certaines formations. Et pour les femmes issues de minorités, les difficultés sont encore plus importantes. Donc ce qu'on peut faire et ce qu'on fait syndicalement, c'est évidemment ne pas détourner le regard. On relaye toutes ces informations dans la presse syndicale. Cette soirée, ce soir, c'est un des éléments qui nous permet de dire notre solidarité. Là encore, c'est évidemment sans doute pas suffisant, mais en tout cas, ça nous semble absolument nécessaire. Et encore une fois, ces mouvements de résistance dans une adversité pareille, ils forcent le respect, ils forcent notre admiration et ils doivent susciter notre solidarité la plus forte possible. Et je passe la parole à Mazdak pour le SSPI. Merci et bonsoir à toutes et tous et merci d'être là. Je pense que cette réunion, elle revêt un caractère important pour l'ensemble des organisateurs, mais aussi pour évidemment vous qui êtes là parce qu'on est dans un contexte de brutalisation, de violence décuplée aujourd'hui. Alors la guerre qui a été déclenchée par Trump et Netanyahou le 28 février dernier, elle s'inscrit évidemment dans la suite de la guerre génocidaire menée à Gaza et aussi des politiques, on va dire, d'ingérence et de guerre impérialiste menées par les États-Unis depuis des décennies, mais notamment depuis 1991 avec l'accélération des guerres qu'on a connues après la chute du mur. Je ne vais pas m'étendre sur cet aspect-là parce que je sais que JPR reviendra plus tard sur l'aspect géopolitique, mais je vais quand même donner 2-3 éléments sur la situation globale, notamment en Iran. Donc la guerre, elle intervient aussi à un moment où le peuple iranien, les peuples d'Iran sont de plus en plus dans la détestation de ce régime, évidemment, qu'on subit depuis 1979, depuis la révolution de 79, depuis son dévoiement. Donc, et cette guerre, effectivement, elle arrive dans ce contexte où le régime a écrasé un soulèvement massif, un soulèvement qui avait débuté fin décembre et qui s'est poursuivi jusqu'au 10 janvier et qui a été massacré, noyé dans le sang dans un huis clos organisé puisque Internet a été coupé, la téléphonie internationale aussi, et qu'au déclenchement de la guerre, encore, le régime a recoupé Internet et la téléphonie pour mieux écraser la population. Donc on a cette guerre qui arrive dans ce contexte-là, une guerre dévastatrice pour les populations civiles. Alors aujourd'hui, on a une trêve de 2 semaines et on est content pour la population qui peut souffler pendant ces 2 semaines, mais cette trêve, elle est fragile et on se bat pour l'arrêt de la guerre, pas pour la trêve. On se bat pour en finir avec cette guerre, parce que effectivement c'est une situation dramatique pour les populations, avec des bombardements, on l'a dit, d'infrastructures civiles, des hôpitaux, des écoles, des universités qui sont des lieux de lutte historiquement en Iran, des zones résidentielles, des infrastructures, on va dire, industrielles, hein, vous avez vu tout ça, des ponts, des routes, des sites pétrochimiques et gaziers, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc l'objectif effectivement de Netanyahou notamment, mais bon, vous le savez, c'est d'affaiblir durablement les États forts de la région, notamment la République islamique d'Iran, mais surtout l'Iran, parce que quel que soit le pouvoir qui accéderait demain à partir des luttes, on va dire, ça sera un pouvoir qui va devoir faire avec ce contexte de destruction et la nécessité de reconstruire. Donc vous voyez qu'on renvoie des pays dans des situations, on va dire, d'effondrement social, et c'est un peu ce qui s'est passé suite aux différentes guerres en Irak, en Syrie, en Afghanistan, au Yémen, on pourrait en parler, les exemples ne manquent pas dans cette région. Donc effectivement, c'est cette guerre-là, cette guerre impérialiste qu'applaudissent les monarchistes. Tout à l'heure, on en a parlé, les camarades en ont parlé, les monarchistes iraniens qui sont, on va dire, l'extrême droite en Iran, une force ultralibérale, autoritaire, qui est violente aussi, antidémocratique, avec, on le sait, nous, les Iraniens, les Iraniennes, les Kurdes, en Occident, quand on manifeste, parfois on se retrouve confronté à la violence de ces courants-là. Donc effectivement, c'est cette guerre-là qu'ils ont soutenue, qu'ils soutiennent, parce qu'ils pensaient arriver au pouvoir grâce aux armes, à l'intervention américaine et israélienne.
Évidemment, ce n'était pas le choix de Trump. Trump, il a d'autres plans en tête et c'était plutôt un arrangement avec le régime. Cette guerre, évidemment, on l'a là le 28 février, mais on a eu un prémisse en juin dernier. Hein, vous vous en souvenez, quand on a eu cette guerre de 12 jours, une guerre qui a été déclenchée par Netanyahou à l'époque et qui a tout de suite mis un coup d'arrêt aux luttes sociales. On avait des luttes assez importantes juste avant cette guerre, notamment des camionneurs qui avaient fait une grève nationale, qui arrivait après une grève nationale des infirmiers et des infirmières, qui était une première grève, on va dire, de cette importance avec des coordinations qui se mettaient en place. Donc les guerres, elles arrivent aussi à un moment donné, qui sont des outils de convergence finalement entre l'impérialisme et l'État réactionnaire iranien pour étouffer les luttes. Donc on voit bien ce jeu-là qui est entre ces pouvoirs-là pour dominer les peuples, pour empêcher des solutions démocratiques, sociales émergeant d'en bas des luttes populaires. On était un certain nombre à le dire après la guerre de juin dernier que l'agression militaire reviendrait parce que rien n'était réglé dans le conflit entre l'impérialisme américain et l'État iranien, mais que les luttes sociales reviendraient aussi parce que, évidemment, tout le contexte, on va dire, tout le substrat était en place pour que ça réexplose. Et on ne s'était pas tellement trompé puisque c'est arrivé, on va dire, à la fin de l'année. Ces luttes, elles ne viennent pas de nulle part, elles sont pas, on va dire, elles ne sortent pas dans un ciel serein. En Iran, on a des successions de soulèvements depuis 2009 contre la réélection frauduleuse d'Ahmadinejad. On a eu des soulèvements en 2017-2018 et en 2019 contre l'explosion des prix, et notamment le prix de l'essence. On a eu évidemment le mouvement Femmes et Liberté. Et on a aujourd'hui le soulèvement qu'on a connu fin de l'année dernière, début janvier. Donc ces soulèvements-là sont à chaque fois écrasés, je le disais, à chaque fois le régime emploie la violence évidemment pour écraser les mouvements sociaux parce que c'est son seul moyen pour rester en place. Évidemment, ce type de régime ne peut rester qu'en nettoyant, on va dire, ses opposants. Et cette fois-ci, le crime il a été encore plus important puisque, on l'a dit, 30 000 morts, c'est des estimations, plus de 50 000 arrestations, des personnes disparues, des condamnations à mort qui tombent aujourd'hui, et on a le chef du pouvoir judiciaire, Gholam Mohsen Ejei, qui dit qu'il faut condamner plus vite, pendre plus vite, exécuter plus vite, et il le dit aujourd'hui, et ils l'ont fait pendant la guerre qu'on a connue ce dernier mois. C'est ça ce régime, c'est-à-dire c'est un régime qui, y compris pendant la guerre, quadrille les villes, met des checkpoints, réprime ses opposants, pend les personnes en prison, fait le maintien de l'ordre dans les prisons par les gardiens de la Révolution parce qu'il faut écraser encore plus les détenus. C'est cette dictature sanglante en fait que soutiennent aussi, et je le dis à chaque occasion, à chaque fois que je peux le dire, tous les courants campistes, ceux qui soutiennent la République islamique d'Iran, par exemple, contre Netanyahou, qui pensent que, on va dire, la lutte légitime du peuple palestinien passe par la République islamique d'Iran. Ces courants campistes soutiennent ce type de régime. Ils l'ont fait avec le régime de Bachar al-Assad, ils le font aussi avec la République islamique d'Iran. Et je le dis, ils empêchent la construction de convergence entre les classes populaires, entre les dominés de la région, pour des solutions d'émancipation. Donc ces courants-là se rangent systématiquement aux côtés des dictatures et il faut les combattre aussi, j'allais dire, de la même manière qu'on combat les monarchistes qui soutiennent l'impérialisme. Ce ne sont pas les amis des peuples. Donc cette dictature sanglante, effectivement, elle est aujourd'hui, on va dire, reconfigurée quelque part par l'élimination de certains de ses dirigeants, notamment par le guide, mais qui était déjà, on va dire, très âgé, et donc ses pouvoirs étaient déjà transférés en partie. Mais elle est reconfigurée par une élite des gardiens de la Révolution qui aujourd'hui dirige ouvertement maintenant le pays et qui est encore plus dur que la période précédente, pas parce qu'ils sont pires, c'est juste qu'ils sont obligés, ils sont encore plus affaiblis, donc ils sont obligés d'être encore plus violents avec leur population. Alors cette guerre, elle est intervenue aussi dans une situation, on va dire, où le pays est frappé par des crises multiples, des crises économiques, sociales, environnementales, on en a parlé, je vais pas développer tout de suite, mais aussi un État qui est très violent avec ses minorités nationales, avec les peuples kurdes et baloutches, par exemple, qui subissent une oppression coloniale, qui sont traités effectivement comme des colonies de l'intérieur, avec des modes de répression beaucoup plus violents que ce qu'on peut subir à Téhéran et dans les villes, on va dire, perses du pays. C'est aussi un régime qui avait pour but, et qui a bien travaillé dans ce sens-là,
d'expulser 2 millions d'Afghans, de réfugiés afghans qui sont en Iran depuis les années 79-80, depuis les successions de guerres et de guerres civiles en Afghanistan. Et ils ont enclenché des campagnes racistes et haineuses contre les réfugiés afghans pour évidemment en expulser 2 millions sur les 8 millions de réfugiés en Iran. Donc je vous dis tout ça pour que chacun mesure ce que c'est que ce régime. C'est un régime raciste, colonialiste, c'est un régime sanguinaire. Je pense que quelqu'un comme Bruno Retailleau pourrait pâlir face au discours des dirigeants iraniens par rapport aux réfugiés afghans en Iran. Donc c'est ce type de pouvoir auquel s'affronte la population iranienne, les peuples d'Iran. Juste pour vous donner quelques chiffres sur le bilan économique et social de ce gouvernement, de cet État, on a depuis 10 ans une dépréciation de la monnaie nationale d'à peu près 100%. On a des hausses, une inflation qui était prévue à 65% pour cette année fin décembre, mais qui arrive aujourd'hui à 100% avec des pénuries sur les produits de base, sur les produits alimentaires. On a un pays qui est riche en hydrocarbures, qui a des moyens énormes, on va dire, en termes de ressources naturelles, mais qui a un PIB de 405 milliards de dollars, alors que la Turquie, avec à peu près 85 millions d'habitants, pas loin des 92 millions d'habitants en Iran, a un PIB de 1118 milliards de dollars. Vous voyez la différence, on va dire, en termes de développement dans des pays qui ont des populations semblables et avec un pays qui a des capacités et des ressources énormes. Plus de 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté aujourd'hui et on a un salaire moyen de 220 dollars par mois, alors que le panier moyen pour vivre, c'est 583 dollars. Donc vous voyez l'état, on va dire, de la société. C'est pas seulement les couches populaires aujourd'hui, c'est une immense majorité de la population qui a du mal à joindre les deux bouts. Et c'est ce qui a fait le soulèvement aussi de fin décembre, début janvier, c'était l'explosion des prix et c'était la survie, on va dire, minimale pour lesquelles les gens essayaient de lutter. Et ils étaient massivement dans les rues à ce moment-là parce qu'ils pensaient qu'il fallait pousser encore plus loin la confrontation avec le pouvoir. On a aujourd'hui, avec la guerre, évidemment une aggravation de l'ensemble de ces éléments et un chômage qui explose parce que beaucoup ont perdu leur emploi, beaucoup ont perdu leur salaire. Il y a des entreprises qui ne payent plus, qui ne payent plus leur salaire. C'est assez récurrent en Iran, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui avec la guerre. Alors ce pouvoir, il est complètement délégitimé. Évidemment, ça fait un moment, le mouvement Femmes, Vie, Liberté avait creusé un fossé énorme, immense entre le régime et sa population. Mais là, avec l'accumulation du massacre de janvier et de la guerre, cette délégitimation, elle est encore plus forte. Juste pour terminer sur deux éléments. La première, c'est la rhétorique anti-impérialiste du régime iranien, qui est une constante depuis ses débuts, depuis 1979. Aujourd'hui, ce régime est complètement dépendant de la Russie et de la Chine dans ses rapports économiques. Il est complètement dans la main, on va dire, de l'État chinois qui, elle, vend par exemple son pétrole à des prix bien inférieurs que sur le marché mondial. On voit bien que la question de l'anti-impérialisme, il faut la regarder de manière globale aujourd'hui dans le monde tel qu'il est. C'est pas un monde unipolaire et effectivement, il y a d'autres puissances dominantes qui essayent de tirer, on va dire, leur parti des situations de crise et des liens qu'ils peuvent tisser avec tel ou tel pays. Les sanctions internationales, il faut en parler, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais évidemment, ça nuit d'abord à la population. Ça, c'est la première chose, et on se bat contre les sanctions qui frappent les populations civiles partout dans le monde, à Cuba comme en Iran, et évidemment, il faut les dénoncer. Mais il faut aussi dire tout de suite que les gardiens de la révolution, par exemple, profitent des sanctions internationales et s'enrichissent avec les sanctions internationales en organisant le marché noir, en organisant aussi les importations en Iran. Donc, dans ce contexte, effectivement, je vais finir là-dessus, c'est la question de la solidarité. Pour nous, à Solidarité Socialiste, avec les travailleurs en Iran, mais pour l'ensemble des organisations de la gauche radicale iranienne, des militants et militantes combatives, des syndicats et syndicalistes avec qui on travaille sur l'intersyndicale Iran et qui, heureusement, sont avec nous parce qu'on a besoin du soutien des organisations en France et des organisations, on va dire, importantes qui pèsent dans notre classe, dans notre camp social. Et évidemment, c'est la question de la solidarité. Et cette solidarité-là, il faut qu'elle s'appuie sur les luttes de l'intérieur, parce qu'il y a énormément de luttes, c'est une société qui est très vivace de ce point de vue-là. Je vous donne des chiffres, je ne les ai pas pour 2025, mais je les ai à peu près pour 2024. En Iran, on a eu 2400 manifestations, 170 grèves dans 31 provinces et 70 villes en 2024.
C'est quand même dans un pays qui subit la dictature, qui subit la répression, qui subit la violence d'État, c'est des chiffres qui ne sont pas anodins et qui montrent une vitalité de la classe ouvrière, des travailleurs et des travailleuses. Mais on a aussi énormément de luttes féministes, de luttes en défense du droit des enfants, des femmes et des hommes détenus en Iran qui font des grèves tous les mardis contre la peine de mort, par exemple, des luttes contre la destruction de l'environnement. On a des luttes très importantes pour la défense de l'environnement, parce que vous savez qu'en Iran, il y a une accélération, on va dire, des effets du réchauffement climatique avec une sécheresse très importante, mais une sécheresse qui est aggravée, le manque d'eau qui est aggravé par des politiques destructrices de l'État iranien, pour des raisons par ailleurs de corruption, de clientélisme et de construction de barrages et de détournement de cours d'eau, qui détruisent la nature et qui détruisent les conditions de vie des agriculteurs et des agricultrices, mais qui aussi rendent la vie invivable, on va dire, dans les grandes villes. À l'automne dernier, le régime iranien pensait même devoir faire évacuer Téhéran, la capitale, qui a 12 millions d'habitants, tellement la question de la pénurie d'eau devenait un problème, on va dire, nodal et dur pour le quotidien des habitants. Donc oui, notre combat, c'est la solidarité, c'est les aider à ce que leur combat s'exprime à l'échelle internationale, en France et ailleurs, ça c'est une chose. C'est aussi de lutter évidemment pour dénoncer la guerre et ses conséquences, et à ce titre, toutes les mobilisations dans les pays du Nord sont bonnes à prendre, mais je vais juste citer la mobilisation No King aux États-Unis avec près de 8 millions de manifestants. C'est un élément très important aussi qui pèse parfois sur les dirigeants pour effectivement reculer, arrêter les guerres, enfin bon, et revoir un peu leur position. Donc soutenir les mouvements sociaux, lutter contre la peine de mort, exiger la libération des prisonniers politiques, refuser toutes les ingérences étrangères et toutes les solutions par en haut. On ne veut pas d'arrangement entre Trump et Ghalibaf ou n'importe lequel des dirigeants de la République islamique. On veut soutenir les luttes jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au renversement du régime. Et évidemment, on est en soutien à toutes les luttes pour le droit à l'autodétermination des peuples dans la région et contre l'agression israélienne aujourd'hui au Liban et la poursuite du génocide à Gaza. Donc c'est sur l'ensemble de ces points que notre solidarité elle doit se mener aujourd'hui. Et c'est là-dessus que je vais terminer avec 3 choses. Évidemment, il y a le 1er mai, c'est une date très importante pour nous, pour tous les travailleurs et les travailleuses, de lutte anti-impérialiste, anticapitaliste, pour un monde sans guerre. C'est aussi la mobilisation le 5 juin prochain à Genève, en face de l'OIT, puisque le régime iranien envoie une délégation chaque année, soi-disant de représentants des travailleurs, mais en fait ce sont des gens qui sont là dans la négation du droit des travailleurs et des travailleuses d'Iran. Et donc on sera le 5 juin devant l'OIT, comme chaque année, pour dénoncer cette délégation et pour faire porter la voix des travailleurs et des travailleuses, vraiment la voix des syndicalistes, des réseaux syndicaux le plus loin possible. Et le G7 d'Évian, les 13 et 14 juin, qui sera aussi une date de mobilisation internationaliste contre l'ordre du monde de Trump et de ses alliés. Juste pour finir, il y a des brochures Iran Echo qui est produit par les camarades de Solidarité Socialiste. Sur la table au fond, vous pouvez les consulter, n'hésitez pas à les consulter, à les diffuser. Vous pouvez aussi trouver sur Iran Echo, en tapant sur Internet, c'est toute une série d'infos sur les luttes des travailleurs et des travailleuses et sur les luttes sociales en Iran. Merci à toutes et à tous. Ben, merci beaucoup. On va passer sans transition au deuxième temps, donc avec une deuxième table ronde avec 3 intervenantes et intervenants. Donc si peuvent me rejoindre ici, Gilbert Ashkar, Lana Sadek et Leïla Hossein-Zadeh pour enchaîner. Donc on a eu la présentation des organisations et encore merci à vous pour ces éléments qui nous semblaient intéressants. Maintenant, la parole aussi aux militants, aux spécialistes pour un autre éclairage sur la situation en Iran, sachant qu'il y aura des interventions après, donc n'hésitez pas, allez-y, asseyez-vous. Et donc dans l'ordre, on avait prévu d'abord Leïla Hossein-Zadeh, qui est une militante iranienne, qui a fait de la prison politique, donc elle va s'exprimer en farsi. Mais évidemment, du coup, il y aura le temps de la traduction. Et donc, je lui cède sans plus tarder la parole. Je pense que c'est mieux de prendre ce micro des soins. Bonjour. چون من متاسفانه فرانسه رو بیشتر از این بلد نیستم به فارسی متن رو میخونم و رفیقمون خشایار زحمت میکشن و ترجمه فرانسه‌اش رو میگن.
Leila va dire son discours en persan et moi je vais traduire en français. Elle en est désolée, mais ce n'est pas grave. در ابتدا میخوام از سندیکاهای فرانسه تشکر کنم که این سالها از مبارزات کارگران و مردمی در ایران حمایت کردند و برای برگزاری جلسه امروز هم ممنونم. قبل از هر چیز تجاوز آمریکا و اسرائیل به خاک کشورم و جنایات جنگی متعدد اونها علیه مردم ایران، فلسطین و لبنان رو محکوم میکنم. صحبت‌های من بیشتر در مورد ایران و رژیم جمهوری اسلامیه. امروز در حالی با شما صحبت میکنم که 40 روز جنگ منجر به تخریب بخشی از زیرساخت‌های انرژی، حمل و نقل و صنعتی کشور ایران شده. تا همینجا حدود 2 میلیون نفر بیکار شدند. بسیاری از کارگران بخش خصوصی به مرخصی بدون حقوق فرستاده شدند. تورم توان تأمین نیازهای اولیه رو برای بسیاری از مردم سلب کرده و تازه اگر آتش بس پا برجا بمونه باید در 1-2 ماه آینده منتظر بروز بحران‌های جدی‌تر معیشتی حاصل جنگ باشیم. اون هم در شرایطی که بخش عمده هزینه بازسازی خانه‌های ویران به دوش خود مردم افتاده. همچنین بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر سوشال مدیا یا خانگی با قطعی طولانی اینترنت عملاً از دست رفتند. مردم ایران انزوا و بیپناهی شدیدی رو با قطعی طولانی اینترنت تجربه کردند، به طوری که حتی امکان خبر گرفتن از سلامتی هم براشون به شدت محدود شده. قطعی اینترنت همچنین باعث شده روایتی از اقشار مختلف جامعه ایران از تجربه جنگ وجود نداشته باشه. سوگ کودکان و شهروندان کشته شده توسط بمب‌های آمریکا و اسرائیل به سوگ چند 10,000 کشته توسط جمهوری اسلامی در آخرین اعتراضات اضافه شده و مردم ایران هیچ چشمانداز روشنی برای آینده متصور نیستند. سپاه پاسداران عملاً امور کشور رو به دست گرفته. در ایست بازرسی‌ها مردم را حتی به جرم اتصال به اینترنت بازداشت می‌کنند. بازداشت فعالان تشدید شده و اعدام‌های سیاسی افزایش یافته. رژیم ایران حتی پیکر 6 زندانی سیاسی اعدام شده در روزهای گذشته رو به خانواده‌ها تحویل نداده. در این میان ادبیاتی شبه کمپیستی در میان بخشی از نیروهای مترقی جهانی باب شده که جمهوری اسلامی رو عنصر مقاومت در مقابل امپریالیسم تلقی میکنه و اون رو به دلیل اینکه از هم نپاشیده و به اسرائیل و آمریکا هزینه‌هایی تحمیل کرده به نوعی پیروز این جنگ تلقی میکنه. این ادبیات یکی از مهلک‌ترین خطاهای تحلیلی زمان ما رو در خودش داره. چرا که اولا نمیتونه ببینه در دوران ما دیگه هیچ کمپ و قطبی که حتی اندکی به لحاظ ماهیت اختصاص سیاسی متمایز باشه وجود نداره و این جنگ ها رو باید در یک رژیم جهانی جنگ واحد تحلیل کرد که بخشی از سازوکارهای منطقی رقابت بین امپریالیست هاست. ثانیاً نمیتونه از منظر طبقه کارگر جهانی به ماهیت این جنگ ها نگاه کنه. رژیم جمهوری اسلامی برای دوام خود در چنین جنگی نیم قرن کامل کل ثروت انباشته از کار کارگرای ایرانی رو در صنعت جنگ خود سرمایه گذاری کرده و یک کشور به پهناوری ایران رو بدل به انبار موشک کرده. بنابراین وقتی از موشک و پهپاد ایرانی صحبت می‌کنیم باید لحاظ کنیم نیم قرن زندگی طبقه کارگر ایران پیشاپیش توسط این موشک‌ها بلعیده شده. همچنین در عدم موازنه موجود اگر ضربه موشک‌های سپاه به منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه در مقیاس قدرت اقتصادی نظامی این کشورها آسیب محسوب شود، در آن سوی ماجرا ایران در این جنگ عملاً به سمت صنعت زدایی رفته و در مورد اون میشه از ویرانی و نه آسیب حرف زد. ثالثاً رانه این جنگ برای جمهوری اسلامی هیچ نوع اهداف استقلال، رهایی یا آرمان فلسطین نبوده و نیست، بلکه ایدئولوژی فاشیستی شیعی که پشتیبان اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامیه و مبنایی برای گسترش سلطه منطقه این رژیم شده در خودش نفی اسرائیل رو حمل کرده. این نفی هرگز بنیادین و موجودیتی نبوده، بلکه در سطحی ایدئولوژیک باقی مونده.
به همین دلیله که در دهه 80 میلادی در ماجرای مکفارلین جمهوری اسلامی از اسرائیل اسلحه هم خرید و به همین دلیل همین امروز میشه به توافقی اندیشید که طی اون اسرائیل و رژیم ایران به صورتی ضمنی در کنار هم قرار بگیرن. این موقعیت ایران رو مجدداً باید در پس‌زمینه نظام سرمایه جهانی دید که طی اون آمریکا از مداخله نظامی برای تغییر مسیر مبادلات نفت و انرژی استفاده میکنه. هم این و هم پروژه اسرائیل برای سلطه بر خاورمیانه مسیر این جنگ رو به مسیری بی بازگشت بدل کرده. به این معنا که یا خطرزدایی کامل از رژیم ایران برای اهداف اسرائیل رخ میده و همزمان چرخش مد نظر آمریکا با همین میزان اقدام نظامی و سپس مذاکره اتفاق میفته، یا اقدامات نظامی بیشتری در این جهت انجام میشه. اون چه تا اینجا رخ داده شکلی از تصفیه هوشمندانه طبقه حاکم ایران بوده تا چرخش مد نظر با آسانی بیشتری انجام بشه، ضمن اون که بخشی از این طبقه برای حفظ ثبات و توافق باقی بمونه. این تصفیه به آسانی میتونه بیش از این گسترش پیدا کنه. باید توجه داشت جنگ با ایران برای اسرائیل و آمریکا کیفیتی متفاوت از جنگ اونها در غزه و لبنان داره. در غزه جنگ اسرائیل برای سلطه بر خاکه، اما جنگ با ایران برای تضعیف و تنظیم دوباره جایگاه ژئوپلیتیک اتفاق میفته. بر این اساسه که هم موهوم بودن امید بستن به جمهوری اسلامی برای مقاومت جلوی آمریکا و اسرائیل آشکار میشه و هم رویا فروشی اپوزیسیون ایرانی وابسته به اسرائیل با اسم سرنگونی جمهوری اسلامی با یک جنگ تمیز 48 ساعته. مسئله دقیقاً اینجاست. آمریکا خواستار حذف و سرنگونی جمهوری اسلامی نبوده و هدفش صرفاً باز تنظیم روابط بوده با یا بدون جمهوری اسلامی. اما اگر اینطوره، چطور بخش مهمی از افکار عمومی در ایران عملاً مخالفتی با حمله آمریکا و اسرائیل نشون نداد به این امید که جمهوری اسلامی سرنگون بشه؟ رفقای عزیز، این نقطه دقیقاً مهمترین مسئله بغرنجیه که نیروهای مترقی در ایران با اون مواجهند و من امروز بیش از هر چیز از این بابت از شما کمک میخوام. مسئله اینه: هیچ کلان رسانه نسبتاً مستقل فارسی زبانی موجود نیست. کلان رسانه‌های اپوزیسیون ایرانی با منابع بودجه‌ای نامشخص در عمل تریبون صریح پروپاگاندای دولتی هستند. نمونه واضح اون تلویزیون ایران اینترنشناله که بودجه اون توسط اسرائیل تأمین میشه. بارها مصاحبه مستقیم با شخص نتانیاهو داشته و طی این سالها در غیاب هر آلترناتیوی هژمونی بسیار بالایی بین مردم ایران پیدا کرده. من میتونم برای شما قدم به قدم توضیح بدم که چگونه این رسانه عاملیت معترضان و جنبش‌های اجتماعی رو در پوشش رسانه‌ای خود بایکوت کرده، بازنمایی اعتراضات رو به نفع یک نیروی وابسته به اسرائیل سانسور کرده و در نهایت طی پروپاگاندای مداوم و چند ساله استقبال از بمباران رو به مردم ایران تزریق کرده. وقتی داخل ایران امکان کار متشکل و نهادسازی نیست، کار رسانه‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه و در غیاب آزادی بیان و رسانه انتقادی و مستقل داخلی، رسانه‌های در خارج کشور نقش مهمی می‌یابند. کار در سطح کلان رسانه مستلزم بودجه بالاست و بنابراین نیرویی که خواستار استقلال از دولت هاست پیشاپیش زمین اصلی سیاست کلان در ایران رو باخته. به همین دلیله که در میان هوراکشان برای جنگ از هر سو صدای ما، تحلیل ما، تلاش و تقلای چندین ساله ما برای کار متشکل درون جنبش‌های اجتماعی و طبقاتی در ایران ناشنیده باقی میمونه. ما در جنبش دانشجویی، معلمی، کارگری و زنان در سالهای گذشته در ایران اگرچه تحت شدیدترین سرکوب‌ها مقاومت و مبارزه رو پیش بردیم، اما بازنمایی کلان رسانه‌ها متاسفانه توانسته هر جا که خواست وجود ما رو بایکوت و تخطئه کنه یا به نفع خودش مصادره کنه. این چنینه که بر ویرانه‌های غزه در ستایش اسرائیل شعار زن زندگی آزادی نوشتند
در حالی که رفقای ما که به خاطر مشارکت در جنبش زن زندگی آزادی زندانی شدند، از زندان علیه اسرائیل میگفتند و صدایشان شنیده نمیشد. رفقا، ما نیازمند گسترش شبکه‌های همبستگی طبقاتی هستیم. ما نیاز داریم حمایت و همبستگی مادی و عینی رو برای مقابله با دستگاه پروپاگاندای عظیم دولت‌ها گسترش بدیم. دست کمک به سوی شما دراز می‌کنیم برای به اشتراک گذاری تجربه‌ها و ایده‌ها در مورد راه‌های مقابله با پروپاگاندا و بلند کردن صدای مستقل و مترقی. توجه داشته باشید این ضرورت مقابله با پروپاگانداهای دولتی از طریق کلان رسانه‌ها اگرچه امروز یکی از فاجعه بارترین نمودهاش در ایران رخ نموده، جایی که بخشی از مردم عملاً به استقبال بمباران سرزمین خودشون رفتن، بمبارانی که در صورت گسترش بیشتر بیم استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی مثل سلاح‌های اتمی و شیمیایی رو به وجود میاره. اما این فقط ما در ایران نیستیم که به مقابله رسانه‌ای و شبکه‌های همبستگی برای شنیده شدن صدای ضد جنگ و نظامیگری نیاز داریم. جنگ دیگه یک وضعیت استثنایی در جهان ما نیست. جنگ از طرفی مهمترین استراتژی بقا و سلطه برای رژیم اسرائیل و از طرف دیگه بخشی از مکانیزم‌های عادی دولت‌ها به عنوان کارگزاران شرکت‌های چند ملیتی و نه نمایندگان ملت‌ها برای تضمین انباشت به مدد روش‌های غیر سرمایه‌دارانه یا آنچه زمانی مارکس انباشت به اصطلاح بدوی نامید. جنگ و نظامیگری به عنوان بخشی لاینفک و ذاتی تولید سرمایه‌داری به ابزاری عادی برای غارت منابع اولیه و نیروی کار تبدیل شده. توجه داشته باشید که برای مثال در ایران این فقط نفت نیست که طمع انگیزه، بلکه جمعیت عظیم نیروی کار هم مطرحه که طی این سالها جمهوری اسلامی تونسته با موفقیت اون رو به یکی از ارزون‌ترین ها در بازار جهانی برسونه. امروز دستمزد کارگر در ایران در بهترین حالت باز هم زیر 200 یورو در ماهه. در چنین شرایطی عبور از پروپاگاندای دولت‌ها برای مقابله با این رژیم جنگ و غارت جهانی برای همه ما ضرورت داره. چنانچه کارگر ایرانی باید بدون اسرائیل برای نابودیش میاد نه آزاد کردنش و آمریکا برای غارتش میاد نه کمک کردن بهش، کارگر عرب و ستمدیده فلسطینی هم باید ببینند که جمهوری اسلامی به جز روی دیگه این سکه سلطه چیزی نیست. بر این اساسه که من هم از شما برای شکستن پروپاگاندای اسرائیلی آمریکایی در ایران کمک میخوام و هم معتقدم ما نیاز به شبکه همبستگی بین المللی وسیعی علیه این رژیم جنگ داریم که فراتر از تحلیل‌های ژئوپلیتیک و پروپاگاندای دولت‌ها بره. جمعی از رفقای ما در آلمان در حال تشکیل کمیته‌های ضد جنگ و نظامیگری هستند. من فکر می‌کنم یکی از مهمترین کارهای ما اینه که این کمیته‌ها رو در هر کجا با هر نام اما با رویکردی همبسته گسترش بیشتری بدیم. 2 روز قبل در حالی که تهران میرفت تا نفسی از بمبارون بکشه، بیروت ویران شد و غزه گهگاه زیر ویرانی‌ها حتی از یاد میره. در چنین شرایطی همبستگی بین المللی تنها راه ما برای ایستادنه و فقط وقتی معنای درست خودش رو پیدا میکنه که از کمپ گرایی و ژئوپلیتیک فراتر بره و به مردم تحت سلطه در هر کجا وفادار باشه. یکی از مبارزان ایرانی علیه رژیم پهلوی زمانی روی کردی رو در چپ نقد و رد کرد که اون رو خشمگین از امپریالیسم، هراسان از انقلاب نامید. به نظر میرسه بخشی از نیروهای مترقی در سطح جهانی امروز دوباره گرفتار چنین رویکردی هستند، به این معنا که ضدیت با امپریالیسم رو خارج از رویکرد انقلابی دنبال میکنند، یعنی به مردم تحت سلطه وفادار نمیمونند. به همین دلیله که نه تنها نقش جمهوری اسلامی رو در تثبیت وضعیت جنگی در منطقه نمیبینند، بلکه حتی جنایات این رژیم علیه مردم خودش رو هم نادیده میگیرند تا از چنین نیروی ارتجاعی تصویر مقاومت بیرون بکشند.
به همین دلیل اتفاقاً امروز ضروریه همزمان با ایستادن در مقابل دیوانگی جنایتبار آمریکا و اسرائیل از نقش جمهوری اسلامی در جنگ افروزی در منطقه بگیم، از کمک به حفظ رژیم اسد تا شکل دادن به هلال شیعه. جمهوری اسلامی هم فقط از طریق نظامیگری و جنگ طی این سالها قدرت خودش رو در منطقه افزایش داده. بنابراین اسرائیل و جمهوری اسلامی دو روی سکه جنگ و افراطیگری در غرب آسیا هستند. به طرز جالبی فقط دو گروه از ایرانیان حالا از آتش بس ناراحتند: بسیجی‌ها و هواداران پهلوی که نیروی نیابتی اسرائیل در اپوزیسیون ایرانی است. ما اگر در این میان خشمگین از امپریالیسمیم نمیتوانیم با پناه گرفتن در سایه نیروهای ارتجاعی از زیر بار انقلاب بگریزیم. تنها پناه ما گرفتن دستان خالی و زخمی همسرنوشت هامون در لبنان، فلسطین، عراق، افغانستان و سراسر جهان درون یک همبستگی بین المللی انقلابیه. به نام آزادی، برابری و عشق. Bonsoir. Je voudrais juste remercier ma voisine de gauche pour son discours, ses paroles très sincères et ça me chauffe le cœur. Et je sais que je suis dans une assemblée très solidaire avec le peuple palestinien, avec des camarades iraniennes et des Iraniens avec qui on a des relations, on essaye de faire des choses ensemble. Mais j'aimerais bien que ces paroles soient bien entendues dans le monde arabe et en particulier en Palestine. Et pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, la propagande du régime iranien, comme c'était la propagande et que ça continue du régime Assad, sur cette histoire de l'axe de la résistance, effectivement il y a le Hezbollah, et qui a rien à voir avec la résistance, c'était des régimes, des dictatorieux, c'est des régimes qui peuvent opprimer leur peuple au nom de soutenir la résistance et le droit légitime du peuple palestinien. Donc encore une fois, merci pour cette parole. Et c'est pas facile de parler après toi. En fait, je me suis posé la question comment je vais aborder le sujet parce que c'est franchement très complexe. Je viens de Palestine, donc là j'ai passé un mois, donc je suis arrivée le 25 février et je suis rentrée il y a une dizaine de jours. Donc j'étais en pleine guerre, une ambiance terrible, de destruction, bombardement. Nous, en Cisjordanie, on était un peu quelque part épargnés de bombardement parce qu'en fait les missiles iraniens ou les missiles de Hezbollah est arrivé souvent sur le territoire de 48 pour nous, hein, c'est Palestine 48, voilà ce qu'est aujourd'hui Israël, et aussi à Jérusalem. Donc il y a malheureusement des familles, des maisons palestiniennes, des membres de famille, des personnes palestiniennes qui ont aussi été touchées par des missiles iraniens ou des missiles de Hezbollah. Et en même temps, nous, on était, ce que je veux dire, c'est encore, c'est très complexe. Parce que depuis quand même 12 ans et demi, une guerre génocidaire qui continue à Gaza, qui continue encore, qui n'est pas arrêtée. Israël a en fait profité de la guerre avec l'Iran pour en fait amplifier
ces bombardements et ces attaques à Gaza. Donc il y a toujours, tous les jours, il y a des morts à Gaza. L'aide humanitaire n'est pas encore entrée. Les gens vivent toujours sur les tentes, dans les tentes, dans des conditions de climat défavorables. Quand il y a eu la pluie, c'était l'inondation. Il y a toujours le blocus. Personne ne pourrait revenir à Gaza parce qu'ils interdisent toujours les Palestiniens qui sont sortis pour rentrer, voir, retrouver leur famille, même s'ils sont des personnes déplacées. Il y a encore plus d'1 million de Gazaouis se sont déplacés, sans abri, sans maison. Il y a plus d'écoles encore, toute la destruction d'une société entière. Et en Cisjordanie, c'est la violence quotidienne de l'armée de l'occupation israélienne et aussi du colon. Et Israël a profité encore une fois, pas seulement pendant la guerre, mais c'est aussi depuis 2 ans, de décréter des lois et voter, même la Knesset a voté des lois, notamment il y a 2 lois très dangereuses. La loi qui a été votée en mois de février 2026, c'est concernant en fait réglementer des achats de terrain en Cisjordanie. C'est-à-dire, en Cisjordanie, on parlait, je ne sais pas si tout le monde le sait, en tout cas, je crois que vous êtes quand même, vous connaissez la situation un peu. Le territoire palestinien ou la Cisjordanie en particulier qui a été divisé selon les fameux accords d'Oslo dans les zones A, B et C, et la zone C qui représente 60% de la terre palestinienne en Cisjordanie qui est sous le contrôle israélien. De toute façon, il y a plus de zones. Israël occupe complètement la Cisjordanie. Et selon cette loi qui a été votée et qui est rentrée en application tout de suite, c'est en fait chaque Israélien pourrait acheter des terrains en Palestine. C'est-à-dire, en fait, la plupart du temps, il n'y a pas de titre de propriété. Les terres confisquées par l'armée et qui sont devenues en fait des terres qui appartiennent à l'État. Donc beaucoup de Palestiniens ont perdu leur terrain et aujourd'hui avec cette loi, n'importe quel Israélien peut venir acheter des terrains ou récupérer des terrains de l'État. C'est-à-dire on peut se trouver avec un voisin colon dans le même immeuble ou à côté de la maison. Et ça, on n'en parle pas. Personne n'a parlé dans les médias en France ou ailleurs. Et la deuxième loi qui concerne l'adoption de la peine de mort contre les prisonniers et les prisonnières palestiniens. Et là, c'était passé il y a quelques semaines. Et ça met en danger presque 11 000 Palestiniens qui se trouvent aujourd'hui dans les prisons israéliennes. Et cette loi, ça a été condamné effectivement par les organisations de droits humains, par beaucoup des ONG internationales, mais en fait n'a pas été condamné par les États européens qui sont complices avec le régime colonial israélien. Donc, et ça, en fait, pour montrer que Israël profite toujours de ce chaos régional qu'il avait créé, les guerres contre l'Iran, les guerres continuent contre le Liban, et que les populations civiles soient dans les 2 pays, c'est elles qui payent
le plus fort. Et on avait vu, après le cessez-le-feu, comment Israël s'acharnait contre Beyrouth et contre d'autres endroits au Liban il y a juste 2-3 jours. Et juste pour vous montrer, pour vous décrire, le jour où la guerre a été éclatée, où les frappes ont eu contre l'Iran, tout de suite, l'armée israélienne a fermé toutes les checkpoints, a fermé toutes les portails électroniques, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des soldats qui se trouvent sur un checkpoint. Non, aujourd'hui, depuis en fait le début du génocide, ils ont installé des portails électroniques qui se ferment, qui s'ouvrent normalement vers 9h du matin et qui se ferment à peu près à 18h. Donc, c'est-à-dire les gens qui étaient coincés, moi je me rappelle, mon frère qui travaille à l'université de Gazette, elle était partie le matin faire ses cours. Effectivement, l'université a pris une décision de tout suspendre. Et lui, il est allé chercher ses enfants qui sont dans une école pas loin de l'université, mais qui se trouve dans la zone C. Donc, il est allé chercher et il se trouvait où il y a un checkpoint pour rentrer dans la ville de Ramallah. Et le portail était complètement fermé et un fil d'attente de voitures qui attendaient, ils avaient de la chance un peu parce qu'une heure après, le portail était ouvert. Pas d'école, pas d'université, tout est en fait soumis tout de suite à distance, mais à distance dans des conditions quand même difficiles parce qu'il n'y a pas, c'est pas tous les gens qui ont des ordinateurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont sur Internet, notamment dans les villages ou dans les camps de réfugiés. Et les gens n'ont pas la possibilité d'avoir par exemple un ordinateur ou un iPad ou une tablette pour chaque enfant. Donc en fait les enfants ne prenaient rien, les élèves ne prenaient rien. Et la situation économique qui est déjà catastrophique depuis des décennies et depuis la guerre génocidaire de Gaza, où on parle de travailleurs parce qu'on se trouve avec des syndicats, 120 000 travailleurs palestiniens qui travaillaient officiellement en Israël, et ils ont perdu leur emploi, et ça fait 2 ans et demi qu'ils n'ont aucun revenu, ils ont complètement consommé leur épargne, et ils vivent maintenant dans la pauvreté. Les salariés de l'autorité palestinienne, les enseignants, les gens qui travaillent dans la santé, ils touchent que 50% de leur salaire quand c'est possible, parce qu'il y a des mois qu'ils ne touchent pas de salaire. Et il faut aussi préciser que Israël a rendu le territoire palestinien comme en fait un marché pour leurs produits et qui a quand même empêché l'économie palestinienne de se développer et en même temps a utilisé les Palestiniens comme main-d'œuvre à un prix pas cher. Voilà. Donc beaucoup de Palestiniens qui ont été obligés d'aller travailler en Israël pour pouvoir faire vivre leur famille. Donc il n'y a pas d'économie palestinienne de toute façon. Il y a une économie des services et qu'aujourd'hui, avec une situation économique globale, même les gens qui ont un peu de moyens n'ont plus encore de moyens. Les gens commencent vraiment à dépenser leur épargne et ça, en fait, ça les touche énormément dans leur vie quotidienne. Donc la violence continue, la situation continue. Alors avec la guerre, en fait, pour vous dire franchement et avec transparence, tous les Palestiniens sont contre cette guerre parce que c'est la population iranienne
qui paye le prix. C'est la société iranienne qui détruit et qui sera détruite, anéantie, comme c'était le cas à Gaza. Et je crois qu'il y a encore malheureusement certains qui croient à cette illusion de l'axe de résistance. Cette minorité soutient encore le régime iranien en disant, voilà, vous voyez, finalement, vous avez tort, vous critiquez le régime iranien, parce que, vous voyez, Israël va détruire le régime iranien. Et quand on dit non, c'est une guerre contre la population, c'est une guerre contre la société iranienne, et moi, personnellement, je crois que cette guerre, malheureusement, je suis désolée de le dire, ça pourrait peut-être renforcer le régime iranien. Et pour, comment dire, c'est triste ce que je vais dire, mais c'est franchement ce pour dire. J'espère que de toute façon, beaucoup de gens dans le monde arabe vont ouvrir les yeux pour voir la réalité et le vrai visage du régime iranien. Et de toute façon, il y avait déjà, pendant quelques mois, au début du génocide à Gaza, l'Iran n'a pas réagi, le régime n'a pas réagi pour soutenir les peuples palestiniens. Le Hezbollah a pris aussi le temps pour réagir, parce qu'il y avait quand même quelque part une sorte de malaise chez les Palestiniens qui soutient les trois composants des axes, de soi-disant axes de résistance, et qu'aujourd'hui, l'arrivée et l'installation de Joulani à la place de Assad renforce malheureusement cette répression que vous voyez. C'est ça la démocratie que vous voulez. C'est un régime autoritaire, c'est un régime au bénéfice, au service des États-Unis, au service d'Israël. Et nous, dans le camp, on va dire le camp en face, le camp, on va dire pour la démocratie, pour la dignité, pour les droits de tout le peuple dans la région et au-delà de ça, on est un peu affaibli malheureusement dans cette guerre. Et c'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui, c'est très urgent que notre camp se renforce. Essayer d'avoir, je ne veux pas dire unité, parce que l'unité ça peut être difficile, mais au moins qu'on réfléchisse ensemble pour construire un front contre cette guerre impérialiste, et que les gens partout, et notamment certains Iraniens, qui comprennent que Israël n'est pas un ami du peuple iranien. Israël, ce n'est pas la démocratie. Israël, c'est un danger pour tous les peuples dans la région. Israël, aujourd'hui, malheureusement, se trouve avec les États-Unis, la force qui réagissent et qui agissent partout sans être critiqués ou critiqués avec un peu de, comment dire, avec timidement, comme c'est le fait les États européens. Et j'espère aussi que les gens dans les pays de Golfe aussi comprennent que leurs alliés, les États-Unis et leurs alliés aussi Israël, surtout les Émirats, le Bahreïn et le Qatar, et les pays qui ont quand même normalisé leurs relations avec ce régime colonial, qui comprennent aussi qu'ils ne sont pas leurs alliés, ils sont aussi les gens qui veulent que Israël en fait cherche à expandre, comment dire, élargir sa domination
dans la région, pas seulement dans le monde arabe, mais au-delà du monde arabe. Et c'est pour ça aujourd'hui nous avons besoin de clarifier cette situation, de dire à voix haute nos convictions sans être intimidés et dire que l'alliance entre les forces démocratiques, révolutionnaires de l'Iran, de Liban, de la Syrie, de l'Irak et avec le peuple, les forces démocratiques et révolutionnaires palestiniennes, c'est le rempart avec le soutien des forces démocratiques et des forces progressistes internationales, et évidemment les syndicats jouent un rôle très important, de construire ce front. Et moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, après cette guerre, qu'il n'y a pas de mobilisation de la rue en Europe contre cette guerre. Il n'y en a pas. Et je n'arrive pas à comprendre. Aussi, il y a certaines forces qui n'arrivent pas encore à comprendre qu'on a besoin de cette mobilisation. Donc, je vais terminer là-dessus. Donc, je vais dire vive les luttes démocratiques, révolutionnaires du peuple dans la région. Je veux dire non à la guerre, stop à la guerre impérialiste américaine ou israélienne avec la complicité européenne. Et aussi, je vais dire à la fin, Free Palestine et libération pour tous les peuples de la région. Merci. Merci beaucoup. Je suis professeur émérite à l'École des études orientales et africaines de l'Université de Londres. Ah, de Londres. Voilà. C'était juste un petit détail, c'est pas grave. Bien, je remercie les organisations. Je remercie les organisatrices et organisateurs de cette rencontre en solidarité avec le peuple iranien. Alors, je voudrais commencer par faire la part des choses, c'est-à-dire poser la question de savoir qu'est-ce qui est nouveau dans ce qui se passe aujourd'hui. Et on peut le dire d'emblée, ce n'est pas la violation du droit international. La violation du droit international, elle est manifeste déjà dans la guerre du Kosovo, pour ne parler que de la période de l'après-guerre froide, je ne remonte pas plus loin, la guerre du Kosovo en 1999, et encore de manière plus flagrante, l'occupation de l'Irak en 2003. Ce sont des guerres qui sont illégales au regard du droit international, qui ne reconnaît de légalité que dans deux cas, soit la légitime défense, soit l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Or, dans les deux cas, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas non plus, je peux le dire, l'idée de détruire les infrastructures civiles. Enfin, il y a eu tellement de cris d'orfraie de certains gouvernements occidentaux sur les menaces et sur la pratique, la réelle destruction des infrastructures civiles en Iran, mais on fait semblant d'oublier que la première guerre de l'après-guerre froide, la première guerre contre l'Irak en 1991, qui est une guerre qui se fait avec le soutien de tous ces régimes-là et avec l'aval de l'ONU. C'était une guerre du point de vue du droit international qui était légale. Eh bien, c'est une guerre qui a détruit systématiquement les infrastructures civiles de l'Irak. Et quand Donald Trump menace de renvoyer, de réduire l'Iran à l'âge de pierre, eh bien, le rapporteur de l'ONU, après la guerre de 91, le rapporteur de l'ONU dans le Conseil de sécurité qui était allé constater les dégâts en Irak avait utilisé la formule que l'Irak avait été renvoyé à l'âge de pierre. Et ce pays renvoyé à l'âge de pierre fut soumis à embargo, une sorte de blocus pendant une douzaine d'années,
avec un prix humain considérable, qui relève d'ailleurs, on peut dire, d'une entreprise génocidaire, parce que c'est en différence de mortalité, c'est absolument considérable. Donc, ce n'est pas là qu'il y a vraiment du nouveau. Mais le nouveau, c'est parce qu'il y a un tournant, il y a un tournant qualitatif, c'est indéniable. Et ce tournant, c'est autour du génocide à Gaza qu'il se constitue. C'est le premier génocide perpétré par un État industriellement avancé, un État qui, de fait, même s'il n'est pas géographiquement en Occident, appartient au camp occidental, avec le soutien des gouvernements occidentaux, de ces mêmes gouvernements qui prétendent parler au nom des droits humains, de la démocratie, etc. On a un génocide qui est perpétré en direct, je veux dire, sur les télés, tout le monde voit ça, et en tout cas dans les premiers mois, pour tous les gouvernements occidentaux, y compris le gouvernement français, c'était un soutien à la guerre, au nom du soi-disant droit à la légitime défense de l'État d'Israël, au point que c'était un refus, les positions officielles étaient refus des appels au cessez-le-feu. Et quand vous refusez un appel au cessez-le-feu, ça veut dire que vous soutenez la continuation de la guerre. Bon. Et voilà ce qui s'est passé avec Gaza, et c'est en ce sens que Gaza, eh bien, si vous voulez, c'est la culmination d'un processus, c'est pas Gaza seulement, donc j'ai bien commencé en 91, mais c'est un tournant, ça représente un tournant, la fin, irrémédiable, le discrédit total du soi-disant ordre libéral international, des soi-disant règles du droit international, des règles du soi-disant respect, je devrais dire, du droit humanitaire international et tout cela. On est aujourd'hui dans le règne de la barbarie ouverte, et c'est ce que pratique Israël de manière très claire, et ce que pratiquent d'ailleurs les États-Unis également. Et bon, si on dit que l'hypocrisie c'est l'hommage du vice à la vertu, eh bien là il n'y a plus d'hommage rendu par le vice, c'est le vice à l'état pur, et qui ne s'embarrasse pas de cette hypocrisie qui a régné si longtemps. Et on a, dans le cas d'Israël, on a un État qui non seulement vient de perpétrer un génocide, mais qui pratique un expansionnisme, enfin, devant lequel, je veux dire, l'expansionnisme russe ne fait pas le figure. Parce que là, c'est tous azimuts. C'est pas seulement Gaza, c'est pas seulement la Cisjordanie qui est en train d'être annexée de fait de manière rampante, hein, avec une épuration ethnique qui se fait de manière rampante, mais qui est très réelle. C'est un État qui saisit l'occasion de la chute du régime Assad pour détruire tous les moyens militaires de l'État syrien et s'emparer de nouvelles terres en Syrie, au-delà du Golan. Hein. Et puis, c'est un État, bien sûr, qui aujourd'hui est en train d'envahir une portion du territoire libanais, hein, qui proclame ouvertement sa volonté de pousser sa frontière jusqu'au fleuve Litanie et de s'emparer durablement de ce territoire. Donc on est dans un expansionnisme des plus crus. Hein, c'est un expansionnisme des plus crus, et avec soit la complicité, soit le silence, soit des larmes de crocodile de la part des gouvernements occidentaux. Et alors, le contraste entre toutes ces attitudes-là et les attitudes des gouvernements occidentaux sur l'Ukraine, bon, n'a échappé à personne. Et ça a augmenté, bien sûr, le discrédit de toutes ces prétentions de respecter les règles du droit international. Et tout cela
se fait dans le contexte d'une montée du néofascisme à l'échelle mondiale. Le néofascisme, c'est le fascisme qui joue le jeu démocratique, ou qui prétend jouer le jeu démocratique, mais qui, bien sûr, dès qu'il est installé au pouvoir, va faire tout ce qu'il peut pour éroder la démocratie, enfin le jeu démocratique. Et ce néofascisme, il est en pleine expansion, et l'attitude des gouvernements dits libéraux par rapport à tout ce que j'ai décrit a fait le lit de cette montée du néofascisme, de la même façon d'ailleurs que Joe Biden, le libéral Joe Biden, eh bien, a produit un retour de Donald Trump avec un score électoral bien supérieur à celui de son premier mandat. Voilà, c'est dans cette situation dans laquelle nous sommes, et Israël est un pionnier de cette montée du néofascisme. Cela va faire plus de 15 ans que Netanyahou, donc le dirigeant du Likoud, qui est un parti d'origine fasciste, est un parti qui aujourd'hui on peut qualifier de néofasciste, eh bien Netanyahou est au pouvoir depuis 2009, avec une parenthèse en 2021-22, mais il est au pouvoir, et il est revenu au pouvoir fin 2022 avec des gens encore plus à droite que lui et que son parti, des gens qui sont véritablement des néo-nazis. Les Smotrich et Ben-Gvir sont des néo-nazis, ce sont des gens qui ont des discours racistes ouverts, des discours génocidaires ouverts, et un comportement politique qui est à l'extrême droite. Voilà. Et alors, dans cette convergence qu'on a aujourd'hui, elle est fatale, cette convergence entre Netanyahou et son gouvernement, le plus à droite de l'histoire de l'État d'Israël, et c'est dire beaucoup parce que ça fait des décennies qu'on dit à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement en Israël que c'est le plus à droite de l'histoire du pays. Eh bien là, on est vraiment à l'extrême, quoi. Et la conjonction entre ce gouvernement-là et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est une conjonction absolument fatale, et pour les peuples de la région, c'est une conjonction catastrophique. Cela dit, alors encore une fois, ce n'est pas la première guerre conjointe entre Israël et les États-Unis, c'est la deuxième, parce que la guerre de Gaza était une guerre conjointe. Même si à Gaza il n'y a pas eu participation directe des États-Unis dans le bombardement, d'ailleurs il n'y avait pas besoin, l'armée israélienne, les forces armées israéliennes n'avaient pas besoin de renfort à ce niveau-là, mais le pont aérien, les fournitures de bombes, de milliers et de milliers de bombes d'une tonne et d'une demi-tonne, qui sont le moyen principal du génocide, parce que quand vous larguez des choses comme ça en zone urbaine densément peuplée, l'effet est inévitablement une hécatombe de civils. Eh bien, on a déjà eu une guerre conjointe, et celle-ci, la guerre contre l'Iran, c'est la seconde guerre conjointe, et cette fois-ci, c'est une guerre directement menée par les deux pays, ensemble, qui bombardent ensemble, qui coordonnent leurs actions militaires et qui peuvent néanmoins avoir des différences dans les objectifs. Et là, je voudrais donc m'arrêter un instant sur les différences entre les États-Unis et Israël. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Trump et Netanyahou n'ont pas les mêmes objectifs en Iran. Il faut être clair là-dessus. Contrairement à ce qui a été dit dans les médias, la presse, etc., Trump, comme il le dit lui-même, n'est pas du tout un partisan du changement de régime au sens de ce qu'a été l'occupation de l'Irak en 2003. Il pense que c'était une erreur monumentale, je ne vais pas utiliser un mot moins poli, et pense qu'il ne sert à rien
d'essayer de changer les régimes, et encore moins quand on se propose de les remplacer par des régimes démocratiques. Alors pour lui, je vais vous dire, pour Trump, la démocratie, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Il n'en a rien à secouer de la démocratie. Et donc, son objectif à lui, c'est forcer le régime iranien à, eh bien, se conformer aux désirs et aux intérêts des États-Unis. Il a pensé que ça serait presque aussi facile que ce qu'il a fait au Venezuela, où il a enlevé le président, comme vous savez, et la succession collabore avec les États-Unis, dans tous les sens du mot collabore. Bon. Avec l'Iran, ça n'a pas marché. Il a fait un faux calcul et il est engagé là-dedans. Mais on voit, avec toutes ces menaces qui deviennent de plus en plus folles, il va détruire la civilisation, etc., c'est que ce qu'il cherche à obtenir, c'est ce qui est discuté aujourd'hui au Pakistan, c'est un accord avec le régime iranien. C'est un accord avec le régime iranien, un donnant-donnant, on lève les sanctions, on collabore économiquement avec vous, je vais faire des investissements et construire des tours Trump à Téhéran, et puis en échange, vous arrêtez cette histoire de nucléaire, et puis vous collaborez comme les Vénézuéliens avec moi. Or ça, c'est pas l'objectif de Netanyahou. L'objectif de Netanyahou, ça a été dit par Leïla, c'est la destruction de l'Iran, et c'est de fait, on dit changement de régime, mais ils ne se font pas d'illusions, ils savent très bien, les services de renseignement israéliens savent que c'est pas pour demain, la veille, que le régime va tomber. Mais ce qu'ils veulent au-delà de ça, c'est l'effondrement de l'État, non seulement du régime, mais de l'État iranien. L'effondrement de l'État iranien, l'explosion du pays, qui est un pays dont la moitié de la population est composée de minorités ethniques. Donc c'est l'explosion du pays et se débarrasser donc de cet Iran qui est conçu du côté israélien comme une sorte de menace existentielle et l'objet d'une véritable obsession. Donc, on est là avec deux objectifs différents, mais dans le cas des États-Unis, qui eux mènent la danse, si on peut dire, c'est eux qui mènent la guerre, c'est eux qui dominent bien sûr là-dessus, c'est pas Israël qui ne peut que se plier, comme on l'a vu quand Trump a décrété un cessez-le-feu sans même les consulter, sans même consulter Netanyahou. Bien, ce que cherche Trump, c'est la mainmise, comme sur le Venezuela, la mainmise sur le pétrole iranien, la mainmise sur les ressources du pays, en collaboration avec le régime. C'est une guerre impérialiste, pur sucre, pur fruit, absolument claire, et c'est une guerre impérialiste contre un régime ultra-réactionnaire, contre un régime réactionnaire. Mais ça non plus, c'est pas une nouveauté. La guerre contre l'Irak de Saddam Hussein était une guerre impérialiste contre un régime dictatorial, sanguinaire, un régime réactionnaire, un régime avec des aspects totalitaires. Bon, donc ce n'est pas la première fois. Nous sommes dans cette configuration politique, si vous voulez, depuis la fin de la guerre froide, et ça a posé d'ailleurs beaucoup de problèmes dans les mouvements anti-impérialistes. Précisément, toute cette histoire du campisme, du nouveau campisme, du campisme nouvelle manière, qui a bloqué sur cette question de la nature des régimes. On a en Iran un régime théocratique, c'est avec l'Afghanistan, le Yémen du Nord, ce sont enfin, vous pouvez ajouter le Vatican si vous voulez, ce sont
les seuls régimes théocratiques, c'est-à-dire c'est des régimes qui, même constitutionnellement, sont dirigés par des clercs, par des religieux. Hein. Et c'est un régime théocratique qui a perdu depuis longtemps la dimension spirituelle qui était censée être celle de Khomeini, qui avait séduit un Michel Foucault, pour celles et ceux qui connaissent un peu cette petite histoire, etc. Ça c'est fini depuis longtemps. Hein, depuis d'ailleurs qu'on a mis au poste supérieur dans le pays quelqu'un qui est de grade inférieur, si vous voulez. Une petite comparaison, parce qu'ici on connaît plus le catholicisme que le chiisme, si après des manigances politiques, si un évêque qui devient pape au lieu d'un cardinal, hein, c'est ça, et à cause de manigances politiques. Et ça se passe comme ça, donc la dimension soi-disant spirituelle, elle n'est plus là depuis longtemps, c'est un régime de terreur, un régime d'oppression des femmes, bien entendu, et ce régime-là, Donald Trump s'en accommode sans problème. C'est pas ça son problème. Il n'a jamais prétendu se battre pour la démocratie ici ou ailleurs. Et donc c'est pourquoi, ça a été dit ici, les peuples d'Iran n'ont rien à gagner dans cette guerre. N'ont rien à gagner dans cette guerre, et il faut combattre les illusions parmi les Iraniennes et les Iraniens qui applaudissent cette guerre. Des illusions parce qu'ils et elles croient que cette guerre va aboutir à la chute du régime. Ce n'est pas du tout ce que cherchent à faire les États-Unis. Bien au contraire, ça a été dit également, cette guerre, je crois que là c'était Lana, mais cette guerre est une occasion de consolidation du régime, de la même façon que l'invasion de l'Iran par l'Irak en 1980 par Saddam Hussein avait permis au régime de se consolider. Eh bien, cette guerre est une occasion de consolidation, mais de consolidation répressive et barbare du régime. On n'en parle pas trop dans les médias, mais les exécutions, les pendaisons se sont multipliées depuis le début de cette guerre. Et le climat de terreur que fait régner le régime face à la grande majorité de sa population, eh bien, il va s'en trouver uniquement aggravé. Cela, plus les ravages à l'économie du pays, les grandes destructions, eh bien, véritablement, bon, comprenez, nous sommes tous d'accord ici pour dire non à la guerre d'agression et en même temps non au régime iranien. Voilà, merci. Merci beaucoup. Il nous reste 3 quarts d'heure. گویا موفق نبودم در پاسخ دادن بهش تا اینجا، برای همین یکی دو مثال بیشتر میزنم. En réalité, j'ai fait tous mes efforts pour pouvoir répondre à votre question, mais apparemment je n'ai pas réussi, donc je vais essayer de donner plus d'exemples. بعد از زده شدن برخی از پایگاه‌های سپاه پاسداران در همین 40 روز جنگ، اعضای سپاه پاسداران برخی از افرادشون توی محلات و کنار آپارتمان‌های مسکونی رفته بودن، حتی چادر زده بودن. همچنین توی پارکینگ بیمارستان‌ها و بسیاری از موارد دیگه که کاملا غیر نظامی هستند. این رو داشته باشید، ادامه میدم. Après la destruction de quelques bases militaires appartenant au CEPA, gardiens de la République, ils se sont regroupés parfois dans les endroits non militaires, même les hôpitaux. Voilà. در یکی از محلات که دوست من اونجا ساکنه، یک خانومی شجاعت به خرج داده بود و از یکی از اینها پرسیده بود که چرا اینطور پخش شدید توی مناطق مسکونی؟ مگه نمیدونید که اونها میزنن و شما دارید یک محله رو کامل ناامن میکنید؟ Dans un quartier, une dame courageuse leur pose cette question
Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes si nombreux dans ce quartier? Vous savez que cela pourrait poser beaucoup de dangers. و اونها پاسخ داده بودن که اگر ما احتمالی هست که بمیریم باید شما هم با ما بمیرید و من فکر میکنم خود این پاسخ نشون میده که به تنهایی من مثالهای بیشتری رو هم دارم فقط این رو به عنوان یک لحظه نمادین براتون طرح کردم تا بدونید که خود این لحظه نشون میده که این رژیم برای ماندن خودش در قدرت جان مردمش، زیرساختهاش و هر آنچه که در اون کشور هست به عنوان نمودهای زندگی رو گروگان گرفته. این رژیم حافظ اونها نیست بلکه گروگان گرفتدشون تا با فشار بین المللی از این جنگ جون به در ببره. Cette personne militaire donne une réponse. Il précise qu'ils étaient là pour en gros, si on meurt, vous aussi vous devez mourir avec nous. En réalité, ce régime a pris en otage les infrastructures, le peuple et tout, pour rester au pouvoir, pour rester vivant. مردم در ایران بسیاری از اونها میفهمند که اسرائیل جنایتکاره و این 40 روز با وجودشون لمسش کردن. وضعیت غیر قابل تحملی رو برای زندگی رژیم جمهوری اسلامی در ایران ساخته که حتی تا روزهای پایانی جنگ که منجر به در واقع آتش بس شد که خطر استفاده از سلاح اتمی هر روز بیشتر تو فضای رسانه‌ای داشت مطرح میشد، باز بیشترین وحشت بسیاری از مردم این بود که یعنی جمهوری اسلامی میمونه بعد از این جنگ و این وحشت براشون چون لحظه لحظه زندگی این مردم رو این رژیم بلعیده برای توان نظامی خودش. La plupart des gens en Iran sont informés du fait que l'État israélien commis des crimes, il fait des crimes et ils l'ont expérimenté. Mais d'un autre côté, même en sachant qu'on a eu quand même beaucoup de menaces de la part de l'Israël et des États-Unis, les gens avaient très peur du fait que le régime pourra rester, du fait que le régime pourrait les utiliser pour rester. اوکی فقط گفتید که میدونن که جنایتکار اسرائیل ولی نمیتونن جمهوری اسلامی رو تحمل کنن. Ils savent que l'Israël a un fondament criminel, mais ils ne peuvent vraiment pas supporter le régime. Ce régime qui a avalé chaque moment de leur vie. Je veux juste, parce que par rapport aux camarades, ça aussi, c'est une question qui touche toutes les forces, on va dire, de résistance islamique dans la région. Et notamment, particulièrement, le Hamas, le djihad islamique et le Hezbollah, qui ont, comment dire, une base sociale populaire. Pourquoi? Parce que je ne veux pas parler au nom de Libanais, parce que je perds, voilà, connaît bien la situation plus que moi. Mais c'est parce que il y avait quand même une volonté de l'Iran, une volonté aussi du régime iranien et de se consolider ces forces islamistes comme c'est le rempart contre l'impérialisme et en créant des mouvements de l'aide sociale pour consolider ce mouvement. Ce qui s'est passé à Gaza, je veux parler plus de Gaza, le Hamas était
présentée comme alternative contre le Fatah, l'autorité palestinienne qui est vendue au service d'Israël, au service des États-Unis et de tous les camps anti-palestiniens. Et pendant le génocide, je veux dire, le Hamas a pris le contrôle à Gaza en 2006-2007. Toutes les guerres qui ont lieu contre Gaza, ce n'était pas contre le Hamas. C'était pour détruire une société palestinienne. À chaque fois, il y avait un mouvement de contestation populaire parmi les jeunes, parmi les femmes, les féministes, a été tout de suite réprimé et envoyé tout de suite une frappe d'Israël contre Gaza. Ça pose des questions quand même. Pendant le génocide, beaucoup de Gazaouis qui contestaient l'opération de 7 octobre. Mais beaucoup n'osaient pas le réclamer fort parce qu'ils avaient peur de la répression. Donc, mais à ce moment-là, par exemple, moi et mes camarades, nous n'avons pas osé critiquer le Hamas publiquement. Parce qu'à ce moment-là, c'était la force de résistance contre Israël. Mais ça ne veut pas dire qu'on cautionne leur acte. Et ce qui se passe exactement aujourd'hui avec le régime iranien, ce qui se passe aujourd'hui avec le Hezbollah. Donc, à chaque fois qu'Israël frappe, ça consolide ce mouvement-là, ces mouvements réactionnaires, ce mouvement contre les droits, ces facteurs contre la jeunesse et contre les féministes. C'était ça. Bien. Bon, je crois qu'il faut être consistant. Dire que j'étais contre le régime iranien, aujourd'hui je le soutiens, parce qu'il est... Comment? Si, c'est ce que vous avez dit. Une partie de quoi? Qui? Des pasteurs? Qu'est-ce que... Non mais ça cette histoire d'une partie, ça ne tient pas debout. Je m'excuse, ça ne tient pas debout. Quelle partie? Alors, le régime iranien, il n'est pas en guerre avec les États-Unis. Aujourd'hui, il y en a eu en juin, il y a eu des échanges avec Israël à plusieurs reprises. Donc, soit au nom du fait que le régime iranien est une force de résistance, il faut le soutenir, soit on est conscient que c'est un régime qui défend ses propres intérêts et non pas la population, et avec lequel donc on ne peut pas s'identifier. Autrement dit, si la question se pose, est-ce que vous êtes prêt à vous battre aux côtés du régime iranien? Peut-être vous l'êtes. Moi, je ne le suis pas. Je ne le suis pas du tout. Parce que je ne risquerai pas ma vie pour la défense d'un régime massacrant, tout simplement. Donc, c'est là que se pose la véritable question. C'est qu'est-ce qu'elle soit sur le plan politique et non pas sur le plan général. Maintenant, il y a des forces qu'on peut qualifier en partie de forces de résistance. Et c'est le Hezbollah libanais. Le Hezbollah libanais est né dans la résistance contre les obligations. Il était en même temps, dès le départ, pas armé du régime iranien. Aujourd'hui, s'il se bat au sud du Liban contre l'invasion israélienne, moi j'ai pas de problème à dire que je soutiens ce combat. Mais je ne soutiens pas les missiles que lancent les Houthis du Yémen, n'est-ce pas, pour faire de la surenchère sur leurs voisins, avec un régime ultra-réactionnaire, qui est le leur, et bien, au détriment de leur propre population qui paye le prix. De même, je ne soutiens pas, si le régime iranien en est arrivé ici, c'est parce qu'il a fait une accumulation de choses, y compris sur le nucléaire,
qui ne sont pas du tout dans l'intérêt du peuple iranien. Et à quoi sert l'enrichissement du nucléaire à 60% quand on prétend que c'est uniquement pour des causes civiles? Il y a une contradiction flagrante. Donc, je veux dire, ce régime, hein, je ne peux pas m'identifier avec lui, je ne peux pas soutenir ce qui. Et dans cette guerre-là, je condamne la guerre d'agression, sûrement, mais ce n'est pas pour autant un soutien au régime qui fait pas des choses. Je fais une distinction. Merci beaucoup, c'était bien qu'on éclaire ce débat pour terminer. On a été remercié en tant qu'organisateur à plusieurs reprises. Moi, je crois pouvoir dire au nom de la CGT, de Solidaire. On doit remplacer la